Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des champs d'énergie et du champ de l'être. Alors qu'est-ce qu'un champ d'énergie? Qu'est-ce que les champs de l'être? Ce sont tout simplement les champs électriques et magnétiques, les champs électromagnétiques qui sont rayonnés par le vivant et au premier chef qui sont rayonnés par nous, par notre corps, par ce que nous sommes. Mais il n'y a pas que cela dans notre environnement, il y a aussi des champs d'énergie rayonnés par quantité d'appareils, et notamment bien sûr par tous les appareils qui rayonnent de la lumière ou qui rayonnent des énergies électromagnétiques, des micro-ondes, etc., etc. Et puis, au-delà de cela, autour de nous, en dessous de nous et plus grand que nous, il y a aussi des champs d'énergie, des champs électriques et magnétiques qui sont liés à la planète et qui sont liés aussi aux étoiles, au monde entier dans lequel le cosmos dans lequel nous baignons. Le champ d'énergie le plus puissant du corps humain, c'est celui du cœur. Le champ du cœur est historiquement, scientifiquement, le premier à avoir été détecté, le premier à avoir été mesuré. C'est en 1867 qu'on a la première mesure du champ électrique du corps humain. Donc en fait, le cœur bat un certain nombre de fois par minute, on a un battement cardiaque, on a un rythme cardiaque, et en fait, cette activité électromagnétique naturelle qui est présente en nous, qui est celle, le champ du cœur c'est le plus important, et donc en fait, historiquement, c'est le premier à avoir été détecté. Il a été détecté à travers sa composante électrique. Et puis, c'est 50 ans après, en 1927 à peu près, qu'on a détecté l'activité électrique du cerveau. Donc à l'époque, pour le cœur, on parlait d'électrocardiogramme, pour le cerveau, on parle d'électroencéphalogramme. Et puis, il a fallu encore attendre une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. C'est au début des années 1960 qu'on a réussi à mesurer la composante magnétique du champ du cœur. Et donc là, on va parler de cardiomagnétisme. Et puis, c'est 10 ans après, au tout début des années 1970, qu'on a mesuré la composante magnétique de l'activité du cerveau, donc le magnéto-encéphalogramme. Voilà. Donc entre le cœur et le cerveau, le cœur rayonne à peu près 1000 fois plus fort que l'activité du cerveau. Donc il a fallu développer des appareils extrêmement précis, de plus en plus subtils, via une discipline qu'on appelle l'électrophysiologie. Hein, c'est celle-ci qui fabrique des appareils qui s'occupent de mesurer et d'écouter l'activité électrique et magnétique du corps humain, pour pouvoir mettre en évidence ces battements, ces variations de champs d'énergie, autant électriques que magnétiques. Il n'y a pas que le cœur et le cerveau, bien sûr, dans le corps qui rayonnent un champ d'énergie. En fait, toutes les cellules de notre corps et tous les tissus de notre corps, tous les organes de notre corps s'accompagnent d'une activité électrique et d'une activité magnétique. À chaque fois que vous tournez les yeux à droite ou à gauche, vous fabriquez des potentiels électriques. Et c'est ce qu'on va appeler un électro-oculogramme. On va aussi avoir la même chose au niveau de nos muscles. On va parler d'un électromyogramme. Et on pourrait faire la même chose pour tous nos organes. Donc en fait, le corps humain lui-même est une machine, est un générateur, c'est une dynamo électromagnétique. C'est un système qui fabrique des champs d'énergie, des rayonnements électriques, magnétiques. L'OMS elle-même, dans un rapport qui date de 1993, c'est une note de synthèse qui traite un peu de tous les rayonnements qui existent dans la nature, et donc des rayonnements artificiels et des rayonnements naturels. Et dans la partie sur les rayonnements naturels, bien sûr il est question des rayonnements du soleil, mais il est aussi question des rayonnements qui sont présents en biologie, chez un être vivant et au sein du corps humain. Et donc dans ce rapport de 1993, eh bien l'OMS affirme clairement qu'à la lumière des études existantes, le corps humain rayonne des ondes électromagnétiques, rayonne de l'énergie électrique et magnétique jusqu'à 300 GHz. 300 GHz, c'est un rayonnement de type, c'est une unité de mesure, hein, c'est des fréquences à travers laquelle on va rayonner différents types d'ondes électromagnétiques. Par exemple, l'environnement électrique, le circuit électrique d'une maison, notre infrastructure autour de chez nous, les pylônes, et puis bien sûr l'électricité qui circule à travers vos câblages électriques puis nos appareils, va être à 50 Hz. Le téléphone mobile, lui, il a débuté à 900 MHz. Au-dessus du mégahertz, c'est les gigahertz. Le Wi-Fi, c'est 4,1 GHz, c'est-à-dire 4100 MHz. Et puis ensuite, on peut continuer à monter comme ça on peut continuer à monter, et donc l'OMS nous dit que le corps humain rayonne jusqu'à 300 GHz. Cette affirmation est magnifique
est à la fois étonnante parce qu'on n'a pas forcément conscience de cela, que le corps humain est identifié en tant que tel, reconnu par des instances internationales comme étant un générateur de rayonnement électromagnétique et surtout à des ondes et à des fréquences qui sont au-delà de celles du téléphone mobile. Mais en fait, si on regarde les choses en face, si on les considère pleinement, l'affirmation de l'OMS est elle-même incomplète par rapport à la réalité des choses. Parce que si on continue à monter au niveau des rayonnements électromagnétiques, si on continue à monter en fréquence, on va par exemple vers les infrarouges. Les infrarouges, c'est donc une partie des ondes électromagnétiques qui véhiculent de la chaleur. Et qu'est-ce que le corps humain rayonne? Il rayonne de la chaleur. Et les infrarouges, c'est au-dessus des 300 GHz. Donc, et on a aussi d'autres études qui nous montrent que qui documentent le fait que des réactions chimiques dans le corps, des réactions métaboliques, des interactions entre des protéines et des cellules vont s'accompagner de dégagement de particules lumineuses, de photons. Et donc si on peut voir ces particules lumineuses qui sont dans la lumière visible, ça veut dire qu'on a des réactions dans le corps humain qui vont s'accompagner de petits éclats de lumière, d'étincelles lumineuses qui sont visibles à l'œil nu et qui sont visibles aussi avec des caméras spécialisées qui vont pouvoir très lentement, plonger dans le noir total, détecter ces rayonnements lumineux qui sont rayonnés par la peau, qui passent au travers de la peau, qui passent au travers de nos tissus, qui passent au travers de nos organes, simplement parce qu'il y a 4 ou 5 réactions qui ont été documentées aujourd'hui, 4 ou 5 réactions cellulaires dans notre corps qui s'accompagnent d'émissions lumineuses. On parle de biophotons. Les premières mises en évidence datent des années 1976 à peu près. Et depuis, le développement de l'électronique et le développement des appareils de précision qui permettent d'enregistrer ces choses-là dans l'infiniment petit sont venus documenter, conforter, confirmer ce qui avait été commencé à être découvert il y a une quarantaine d'années maintenant. Les biophotons, ça se situe dans la lumière visible, et la lumière visible, ce sont des rayonnements, des fréquences électromagnétiques qui sont encore au-dessus des 300 GHz, au-dessus des infrarouges dont je vous parlais à l'instant. Et donc on voit très très bien que le corps humain est vraiment un émetteur très très large en termes d'énergie électromagnétique, et cette énergie électromagnétique, elle va exercer une influence sur notre environnement, et c'est pour ça que l'on parle de champ d'énergie, de champ électromagnétique. Donc on a le champ du cœur, 1000 fois plus puissant que le champ du cerveau, on a le champ du cerveau qu'on a réussi à isoler et à capter, mais en fait c'est l'intégralité du fonctionnement de notre corps qui s'accompagne comme ça d'un écho électromagnétique, d'émissions électromagnétiques, basse fréquence, haute fréquence, micro-ondes, infrarouges et lumière visible, même si celles-ci, ce sont des petites gouttes de lumière visible. Autour de nous, dans notre environnement, nous avons de très nombreux appareils, nous avons beaucoup de technologies. Ces technologies, la plupart d'entre elles, un très grand nombre d'entre elles, reposent en fait sur des règles électromagnétiques, sur des règles électrochimiques. Bref, elles vont rayonner, leur activité s'accompagne d'un rayonnement électromagnétique qui va se diffuser autour d'elles. Un exemple le plus fréquent, ou en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est par exemple l'éclairage artificiel, et en particulier les ampoules basse conso. Les ampoules basse conso, les fameuses ampoules fluocompactes, ont été mises en cause parce qu'elles rayonnaient une pollution électromagnétique, elles fabriquaient des ondes, des rayonnements qui étaient nocives, ou en tout cas qui pouvaient être néfastes pour les personnes qui les côtoyaient d'un peu trop près. Des mesures qui ont été faites pour vérifier ces témoignages qui remontaient de la part de personnes qui étaient électro-hypersensibles, les mesures qui ont été faites ont montré qu'effectivement, par rapport à des ampoules conventionnelles ou par rapport à d'autres types de technologies comme les diodes électroluminescentes, les fameuses LED, et bien en fait les ampoules fluocompactes s'accompagnaient effectivement d'un rayonnement électromagnétique qui était non seulement le rayonnement lumineux qu'on attendait d'elle, la lumière qu'elle rayonnait, mais en plus il y avait un rayonnement basse fréquence de type pollution électromagnétique lié au fait d'être branché sur le circuit électrique pour fonctionner, un rayonnement à 50 Hz, mais en plus, elle rayonnait d'autres gammes de fréquences qui étaient liées à de l'électronique embarquée qui était présente à l'intérieur de l'ampoule, dans le culot, on appelle ça un ballast électronique, et donc dans ce ballast était source de rayonnement complémentaire, de pollution électromagnétique complémentaire, mais qui était sur des gammes de fréquences qui étaient, on pourrait dire, insoupçonnées pour ce type de technologie, ou qui étaient insoupçonnées pour des usages de type
lumière artificielle. C'est vraiment avec les ballasts qu'on a, les ballasts des ampoules basse conso, qu'on a commencé à prendre conscience qu'en fonction de comment l'électronique qui était présente avec l'ampoule était conçue, pouvait amplifier ou au contraire diminuer la pollution électromagnétique qui s'accompagnait du fonctionnement de l'ampoule en question. On s'est rendu compte aussi pour les ampoules basse conso que pourquoi elles sont blanches, pourquoi elles sont opaques? C'est parce qu'en fait la réaction chimique qui a lieu à l'intérieur, c'est des rayons ultraviolets. Et donc c'est ces rayonnements ultraviolets qui, en passant au travers ou en réagissant avec cette poudre blanche qui est présente à l'intérieur de l'ampoule, qui va faire une lumière visible et non pas des rayonnements ultraviolets. Mais on s'est rendu compte que si cette poudre blanche n'est pas parfaitement disposée, répartie sur la surface de l'ampoule et du verre, eh bien on va avoir une fuite de rayonnement ultraviolet au niveau des ampoules basse conso. Et là aussi, les autres ampoules, les autres éclairages, les autres technologies en tout cas, c'était quelque chose qui était inconnu et qui n'existe pas avec les autres formes d'éclairage artificiel. Dernier point, on s'est rendu compte aussi, et ça c'est lié à cette technologie des ballasts, c'est qu'en fonction de comment l'électronique était conçue, on pouvait avoir aussi des ultrasons qui étaient rayonnés. Donc là on n'est pas forcément sur de la pollution électromagnétique, mais en tout cas on est sur une couche de plus de pollution, en l'occurrence c'était une pollution sonore, qui rendait les chiens nerveux, qui rendait les canaris nerveux, d'où ça a donné en fait un socle d'explication sur la raison pour laquelle des animaux de compagnie, lorsqu'on allumait une ampoule basse conso, manifestaient des comportements de type irritabilité, ou en tout cas devenaient très agités. Donc, vous voyez par exemple sur l'ampoule basse conso, comment en fait une technologie dans notre quotidien va être source non pas d'un champ, mais de plusieurs champs différents qui s'additionnent, qui s'amplifient et qui fabriquent ce qu'on va appeler de la pollution électromagnétique, mais en tout cas qui participent de champs d'énergie électromagnétique qui sont présents dans notre environnement. Et c'est la même chose pour tous les appareils qui fonctionnent ainsi. Une télévision, un ordinateur, ça s'accompagne d'un champ électromagnétique autour de l'objet. Des lignes à haute tension, bien sûr qu'il y a un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique, même s'il est sur une faible fréquence, 50 Hz, comme l'on dit pour les circuits électriques, eh bien en fait il est d'une forte puissance, parce qu'on est avec des systèmes qui sont à haute tension, et donc avec une puissance importante, et donc ça rayonne plus loin que pour des systèmes qui ont des faibles puissances, qui sont sur des petits voltages. D'autres formes bien sûr, on a le téléphone mobile au niveau des technologies qui nous accompagne et qui rayonne un champ électromagnétique et qui participe de ces formes de pollution électromagnétique que des associations dénoncent et qui sont largement décrites ou documentées à travers beaucoup de parutions scientifiques. Mais en fait, on peut aussi avoir des appareils qui soignent. On peut avoir des appareils qui rayonnent des champs électromagnétiques, mais qui font du bien. Un appareil, par exemple, qui permet cela, c'est le dispositif Novocure. C'est une espèce de casque de homme métallisé, conducteur, que l'on va porter sur la tête et qui permet en fait pour des personnes qui ont un cancer du cerveau très virulent de pouvoir diminuer, soigner la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, et là, donc la technologie Novocure, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'elle est en développement, qu'elle a passé comme ça à différents stades, les stades 2, stade 3, stade 4, des études qui permettaient de montrer qu'elle était fiable ou qu'elle avait un effet positif pour les personnes qui étaient malades. Et en gros, ce qui a été montré pour les populations qui ont bénéficié de cet appareil, c'est que ça augmente par 2 ou par 4 la durée de vie des personnes par rapport à cette famille-là de cancers de cerveau qui est extrêmement virulent, extrêmement vivace, et la technologie est en train d'être, elle est déployée dans une centaine d'hôpitaux aux États-Unis là depuis quelques mois, et ils sont en phase d'approche avec l'Europe et avec d'autres pays du monde pour faire bénéficier pour certains cas, dans certains cas, de cette technologie qui permet, en utilisant des champs électromagnétiques particuliers, d'inhiber la croissance de la tumeur, d'inhiber la prolifération cellulaire. Parce que on va avoir un champ électromagnétique qui permet de compenser cela et donc d'atténuer, de diminuer la vitesse de croissance et de prolifération de la tumeur. C'est un exemple. Pourquoi ces technologies soit peuvent nous déranger, nous perturber, soit peuvent nous soigner? C'est parce que nous sommes des êtres électromagnétiques, nous sommes des systèmes électriques et magnétiques, nous avons une électrochimie à l'intérieur du corps, et donc nous sommes fondamentalement sensibles à ce type d'énergie, qu'elles proviennent de la nature et
par exemple, ça donne un coup de soleil si on reste un peu trop longtemps au soleil, ou au contraire, ça nous permet de bronzer si on reste le temps qui convient et qu'on a les petites protéines dans le corps qui permettent de convertir la lumière du soleil en protéines qui va faire brunir la peau. Et on va avoir aussi donc des appareils autour de nous, parce qu'ils sont électromagnétiques, qui modifient notre fonctionnement, qui modifient notre métabolisme, qui va avoir un impact sur nous, soit pour nous soigner, soit pour nous perturber, soit pour interférer avec notre fonctionnement. Un autre paramètre qui vient comme ça jouer sur le champ de l'être, sur le champ d'énergie du vivant et notamment du corps humain, c'est bien entendu le champ magnétique terrestre. Nous avons les machines qui sont présentes autour de nous, qui rayonnent des champs électriques, des champs magnétiques, mais nous sommes sur une planète qui a un champ magnétique, et ce champ magnétique participe d'un bruit de fond magnétique dans notre environnement qui fait que pendant très longtemps, on a oublié de le mesurer, on avait conscience qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas forcément le saisir tel que la science l'a identifié. Et en fait, c'est en 1831 que on a eu la première détection scientifique du champ magnétique terrestre, que ça a été vraiment comme ça qu'on a eu la preuve qu'il y avait quelque chose qui existait, et c'est ensuite en 1835 que le champ magnétique terrestre, on a fait la première mesure précise, la première mesure officielle, et qui du coup, depuis, sert d'étalon par rapport au suivi des valeurs du champ magnétique terrestre, et qui permet comme ça d'avoir une histoire des mesures du champ magnétique terrestre. Et on se rend compte, depuis bientôt 200 ans que l'on mesure le champ magnétique terrestre, on se rend compte en fait que celui-ci, premièrement, n'est pas immuable. C'est-à-dire qu'en fait, sa valeur moyenne a diminué. On a moins le champ magnétique terrestre depuis 200 ans a perdu à peu près 8%, 10% par rapport à ce que l'on a mesuré au tout début. C'est pour ça que ces dates historiques de début de mesure sont importantes, parce que c'est celles-ci qui permettent de déduire, de comprendre, de se rendre compte, de prendre conscience que, au fil du temps, en fait, la valeur moyenne diminue. Donc premièrement, nous sommes dans une situation où le champ magnétique terrestre de la Terre est moins important qu'auparavant, légèrement moins important qu'auparavant. Et deuxièmement, autre point important, c'est en fait, on s'est rendu compte que, en fonction des endroits de la planète, le champ magnétique terrestre n'a pas la même valeur. Donc on n'est pas du tout sur une sphère d'énergie, on n'est pas du tout sur un globe, sur une boule, on est plutôt sur une espèce de patate qui est plus ou moins creuse à certains endroits, là où les valeurs vont être un peu plus faibles, et on va avoir des zones un peu plus bombées, là où le champ magnétique terrestre est un peu plus fort. En gros, il y a à peu près, la valeur varie du simple au double entre des endroits sur Terre où on est sur des valeurs normales, moyennes et représentatives, et puis d'autres points de la planète où là par contre on s'est rendu compte qu'à ces endroits-là, on a une valeur très faible. Par exemple, on a une anomalie dans l'Atlantique Sud, pas trop loin du Brésil, on a toute une zone où on a un creux dans les valeurs du champ magnétique terrestre. Pour quelle raison ? On ne le sait pas. Est-ce que c'est lié aux dynamiques propres au champ magnétique terrestre? C'est possible. Est-ce que c'est lié aux métaux ou à la composition du sous-sol dans cet endroit-là, du sous-sol sur plusieurs dizaines de kilomètres sous terre? Peut-être. On ne sait pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que la mesure nous montre qu'à cet endroit-là, on a une diminution du champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique terrestre, il est important. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il fait office de bouclier d'énergie par rapport aux particules du Soleil, par rapport aux énergies du Soleil. On peut appeler ça un vent solaire, on peut appeler ça des flux de matière coronale au niveau du Soleil. Bref, le Soleil envoie de la chaleur, mais surtout il envoie des particules. Il envoie des rayonnements électromagnétiques, il envoie de la matière qui est ionisée et qui a, en étant ionisée, qui a bien sûr des propriétés électromagnétiques. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'énergie qui arrive vers nous. Et en fait, la magnétosphère, donc la sphère d'énergie, le champ d'énergie magnétique qu'on a autour de la Terre, fait office de filtre et de tampon par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on a les particules du Soleil qui arrivent, envoyées par le Soleil, les particules à haute énergie qui arrivent, on a la magnétosphère qui les reçoit, qui les capte, et en fait, ça file derrière la planète, ça ne vient pas nous taper directement à la surface de la Terre, ça file derrière et ça revient en étant filtré, en étant ralenti, en étant en quelque sorte
moins énergétique que ce que c'était au tout début. Et donc ce champ magnétique terrestre, en gros, pour se représenter l'idée, par rapport à ce courant, à ce flux d'énergie qui vient du Soleil, c'est comme si vous placez un caillou dans une rivière, et donc la façon dont l'eau arrive sur le caillou, et où ça fait une traîne derrière, ça fait des ondes autour, ça s'étale loin derrière. Et donc, le champ magnétique terrestre, la magnétosphère, c'est comme ça qu'elle se comporte. Elle est aplatie face au Soleil par rapport à la façon dont l'énergie du Soleil appuie sur celle-ci, et elle s'étend comme une longue traîne, comme une queue de comète, dans l'ombre, là où elle, dans le dos de la Terre, là où elle est derrière le Soleil en quelque sorte, et non là où elle fait face. Et c'est là qu'il y a d'autres mécanismes cosmiques, ou mécanismes en tout cas de physique de l'environnement spatial, qui se mettent en œuvre pour venir protéger la Terre de ces rayonnements un peu forts et un peu chauds qu'envoie le Soleil. Un autre élément de l'environnement énergétique de la Terre, un environnement très important, un élément très important, c'est la ionosphère. La ionosphère, qu'est-ce que c'est? C'est une couche de l'atmosphère terrestre qui commence à peu près vers 60 ou 80 km. C'est la couche supérieure de l'atmosphère terrestre. C'est pas celle qui est du côté de la Terre, c'est celle qui est du côté de l'espace. Et donc en fait, la Terre est enveloppée de gaz, d'une atmosphère, et la partie supérieure de cette atmosphère, c'est celle qui fait office, là aussi, de tampon et de filtre. C'est-à-dire qu'on a d'abord la magnétosphère qui fait un premier tri au niveau de l'énergie qui arrive sur la Terre, et ensuite on a la ionosphère qui, elle, va faire une seconde couche de tri, une seconde couche de tampon et de filtre, pour, là aussi, amortir les rayonnements, amortir les énergies qui arrivent sur Terre. Et en fait, cette ionosphère, elle existe parce qu'il y a de l'énergie électromagnétique alentour. Elle n'existe pas naturellement, elle existe parce qu'il y a des énergies qui arrivent, qui viennent secouer les particules de l'atmosphère externe qui sont présentes comme ça autour de la Terre, et les particules sont dites ionisées, elles deviennent ionisées, c'est-à-dire qu'elles vont, on va avoir des électrons qui vont partir dans un coin, on va avoir des protons qui partent dans un autre, elles deviennent des ions positifs ou négatifs, c'est-à-dire des particules gazeuses qui sont dotées d'une charge électrique positive ou négative. Et plus il y a d'énergie qui arrive depuis l'environnement spatial, plus on va avoir une ionosphère qui va être épaisse, importante, parce que on va avoir beaucoup d'énergie qui vient ioniser l'atmosphère terrestre. Donc cette ionisation, c'est l'origine du mot ionosphère. Cette ionisation va être plus ou moins importante du côté où il y a le Soleil, et la ionosphère va être plus mince, plus fine quand il fait nuit. Donc ces deux choses, la magnétosphère en tant que champ d'énergie magnétique qui protège la Terre de beaucoup de particules énergétiques, des particules les plus puissantes, et puis la ionosphère qui fait un second filtre ou un second tampon, sont les deux champs d'énergie qui protègent la Terre. Je vous ai dit pour la ionosphère qu'on a des ions positifs, ions négatifs. Vous avez pu entendre avec certaines études, qu'on parle notamment pour les qualités de l'air, qu'on parle des ions positifs, des ions négatifs liés à la qualité de l'air. En fait, il y a dans l'atmosphère terrestre, dans l'air, des charges électriques. Beaucoup en termes de densité à l'échelle de l'ionosphère, et un peu moins à notre échelle, nous ici sur Terre, à l'échelle des êtres humains, ou bien sûr dans les forêts, ou bien sûr dans les montagnes. En gros, à chaque fois qu'il y a de l'atmosphère, à chaque fois qu'il y a de l'air, les frottements de celle-ci, ou d'autres phénomènes liés aux énergies extérieures, à des pollutions électromagnétiques ou à d'autres types de forces électromagnétiques présentes dans l'environnement, va faire que les particules dans l'air, l'oxygène, les molécules d'eau bien sûr, en se frottant les unes contre les autres, se ionisent. Et donc on est avec des charges électriques présentes dans l'air. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? Parce que à chaque fois que vous entendez le mot courant d'air, courant d'eau aussi, dès que vous avez le mot courant, il y a aussi un courant électrique qui est présent. C'est-à-dire ces particules qui sont présentes dans l'air, ces charges électriques gazeuses qui sont présentes dans l'air, ces ions positifs, ces ions négatifs, eh bien si elles commencent à se déplacer, ça fait un courant électrique. Donc qu'est-ce que le vent? Le vent, ce n'est pas simplement un courant d'air, c'est aussi un courant électrique. C'est la même chose pour les océans. Dans les océans, dans l'eau, dans la mer, dans les océans, et puis aussi en général dans tous les flux d'eau, les courants d'eau, on a des sels en suspension, ce qui fait qu'on est avec des milieux qui sont conducteurs, et donc dès qu'il y a un courant marin, c'est aussi un courant électrique. On voit ainsi comment nous,
êtres humains, à notre échelle, nous sommes immergés, encapsulés, environnés, cernés, plongés dans des champs électriques, dans des champs magnétiques, et traversés par des courants électriques, par des courants d'énergie qui viennent entrer en interaction avec nos propres champs d'énergie, avec nos propres rayonnements, avec nos propres fonctionnements électriques et magnétiques. Et c'est pour cela, par exemple, qu'on va parler de météosensibilité. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ces modifications de notre environnement, à ces fluctuations du champ électrique et du champ magnétique qui va être présent dans notre environnement, et bien sûr à la façon dont la météo, les variations du temps, s'accompagnent de variations électriques, s'accompagnent de variations magnétiques qui ont une incidence sur notre propre fonctionnement. Et ça va créer par exemple des tachycardies, ou en tout cas des troubles cardiaques, ou ça va créer des problèmes, des douleurs articulaires de type rhumatisme, ou éventuellement ça peut créer des courts-circuits dans le cerveau pour des personnes qui vont être sur un terrain de type épileptique. C'est les trois familles de personnes sensibles ou météosensibles que par exemple les services de santé suisses identifient quand ils donnent des bulletins d'alerte en fonction de ce que la météo prépare, en fonction de ce qui va se dérouler et en fonction bien sûr dont cette météo, celle-ci, est en relation avec l'activité du soleil ou avec d'autres phénomènes autour de la Terre.